Bonsoir à toutes et à tous, on va commencer. Vous avez Bertrand à quelques minutes de retard dans les embouteillages. Alors avant de commencer, je voudrais remercier toute l'équipe d'Irzecom, notamment les nouveaux qui ont œuvré à la préparation de cette conférence. Remercier aussi le BDE et l'équipe du Forum de Télécom ParisTech qui nous aident financièrement à organiser ces événements. Alors comme il est d'habitude, on va commencer la conférence par une présentation de l'invité qui sera faite ce soir par Antonin Milza. Dans un deuxième temps, on aura une phase de débat co-animée par Loïc Gavier et moi-même. Et dans un troisième temps, vous aurez l'occasion vous-même de poser directement vos questions à Xavier Bertrand. Alors une petite nouveauté quand même cette année, c'est la mise en place de la plateforme WeSelfie à votre disposition pour le public. Une dernière chose avant de commencer, je vous demanderai de mettre vos téléphones portables en mode silencieux pour éviter de perturber la conférence. Voilà, donc dès que Xavier Bertrand arrive, on va commencer. Merci. Bonsoir Xavier Bertrand, merci d'être avec nous ce soir. Alors c'est avec grand plaisir que nous avons accueilli le fait que vous veniez avec nous ce soir, d'autant plus que vous annonciez il y a peu de temps dans un grand donateur français que vous refusiez actuellement la plupart des sollicitations médiatiques qu'on vous faisiez. Donc merci d'avoir fait une exception pour ParisTech ce soir et nous vous remercions une nouvelle fois. Alors, Xavier Bertrand, vous êtes dans le paysage politique français, notre homme politique aux deux visages, notre double face à nous Français. Vous cultivez à la fois l'image d'un homme politique très sérieux, qui aime maîtriser ses dossiers. Vous vous dites d'ailleurs vous-même accro à la politique. Et votre second visage, c'est celui d'un homme simple, jovial, souriant, un Français parmi les Français. Vos ennemis politiques n'ont aujourd'hui d'autre choix que vous qualifier d'édredon ou d'homme politique chamallow, alors que certains s'affichent dans les rubriques People de Paris Match. Vous allez inaugurer les foires au boudin, où vous allez revendre vos habits usagés sur le marché de Saint-Quentin. Alors, j'avais envie de vous poser la question suivante, Xavier Bertrand. Qui est le vrai? Est-ce que c'est plutôt le premier ou plutôt le deuxième? Est-ce que, quand vous faites de la politique, vous êtes sérieux volontairement, ou est-ce que le deuxième visage est celui qui vous correspond réellement? Non, c'est les deux en même temps. Je pense qu'il faut pas jouer un rôle, il ne faut pas chercher à incarner une personnalité différente. On est comme on est, et je suis tenté de dire que depuis le début, j'ai commencé à faire de la politique, personne va dire « moi j'ai un communicant, j'ai des amis communicants qui me donnent des conseils ». Moi si. Sauf que les bons communicants vous apprennent une chose, c'est à être vous-même. J'ai un parcours un peu particulier. C'est que, en définitive, moi j'étais vraiment sur un parcours d'élu local. J'avais un seul rêve, quand j'étais assez jeune, c'était un jour de devenir maire de Saint-Quentin. Et j'avais, sans faire aucun complexe, comme j'avais pas fait Sciences Po, pas fait l'ENA, j'étais pas parisien, je suis provincial. J'avais jamais bossé dans un cabinet ministériel, j'avais jamais été dans une écurie politique avec un tel. J'étais vraiment persuadé qu'il y avait une sorte de plafond de verre au-dessus de la tête de gens comme moi. Et je m'étais dit, honnêtement, élu local, ça me branche vraiment, il y a des choses à faire, changer sa ville, transformer sa ville, mais la politique nationale, c'est pas pour moi. Je suis devenu député, je vais tout vous dire, parce qu'on m'a dit, bon, t'es bien gentil, la politique nationale t'intéresse pas, mais vu ton profil, aux législatives de 2002, si c'est toi, on gagne le siège. Si c'est pas toi, on n'est pas sûr, mais on peut t'en vouloir. Message clair, en politique, il y a des codes qui existent, et donc je me suis présenté. Et très vite, à l'Assemblée, on a voulu me tester sur différents dossiers. À l'Assemblée, j'ai réussi à faire avancer des dossiers qui étaient peut-être un peu compliqués. Et en novembre 2002, c'est Alain Juppé qui est président de l'UMP, et il faut un monsieur retraite pour l'UMP. Des noms beaucoup plus connus que moi à l'époque, ancien ministre, disent « Ah non, les retraites c'est casse-gueule, nous on n'en veut pas ». Et il y a quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, qui dit bah, « Si vous voulez, il y a Bertrand, il n'a rien. On n'a qu'à lui filer le dossier des retraites. Comme ça, s'il fait une boulette, on l'évacue très vite. Comme il n'est pas connu, ça ne fera pas de bruit. » Je vous assure que c'est comme ça que j'ai été choisi. Hein. Ce n'est pas sur mes talents, ce n'est pas sur mes compétences. C'est vraiment pour les retraites, comme c'est explosif. Si lui, ça lui explose à la figure, ça ne se verra pas. Et puis on règle ça. Je prends le dossier des retraites, j'engage un Tour de France. À l'époque, Gilles Carrez, Bernard Accoyer, Pierre Méhaignerie,
Jacques Barrot se penche un peu sur mon berceau et me dit bah, tu te débrouilles pas trop mal, sois rapporteur, et voilà comment les choses sont parties. J'entame un tour de France, je fais vraiment le lien entre l'UMP parti et le gouvernement, et on se dit que le dossier des retraites, il est plutôt bien géré. Je dépose des amendements et je suis, à l'époque, celui qui passe toutes ces heures à l'Assemblée. Voilà comment les choses sont parties. Donc, comme j'ai souvent tendance à le dire, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est allé beaucoup plus vite et je ne suis pas devenu ce parlementaire qui regarde avec envie les ministres qui arrivent à l'Assemblée avec leur bagnole de fonction et tout le reste, et qui se disent pourvu qu'un jour je devienne ministre. Je le suis devenu avant de devenir complètement fou. Voilà, gros avantage. Question peut-être un peu provocatrice, mais est-ce que le second visage dont le parlait, ça serait pas simplement pour vous reprendre ce qu'on pourrait qualifier de méthode Hollande aujourd'hui, un homme bien normal en somme? Non, je n'ai pas de diététicien. Je sais qu'il faut que je perde du poids. Pas pour devenir président de la République, mais tout simplement parce que ça ferait du bien à mes articulations. Très bien. Et si je maigris trop vite, là, ils vont vraiment se dire que je suis pressé. Donc j'attends. Très bien. Alors, Monsieur Xavier Bertrand, pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, le chômage est passé de 8% à 10% environ. On peut peut-être montrer les courbes, s'il vous plaît. Voilà, là, alors que la promesse de 2007 était, voilà, merci beaucoup, donc c'est un chiffre approximatif, alors que la promesse de 2007 était de le ramener à 5%. Alors comment, bien sûr, le gouvernement a dû faire face à la crise, mais comment expliquez-vous cet échec en comparaison avec la situation avec l'Allemagne, où notamment grâce à la favorisation du chômage partiel, de nombreuses entreprises ont pu conserver leurs salariés qualifiés? Par contre, il y a un pays, c'est vrai, qui s'en sort mieux que les autres. C'est l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne a mené 10 ans avant nous, et pendant 10 années sans s'arrêter, les réformes structurelles que les autres pays et que la France a commencé seulement à engager à partir de 2007-2008. Mais la droite était déjà au pouvoir depuis 10 ans en France aussi. Non, non, pas tout à fait 10 ans, attendez, faut pas charrier. 97-2002, c'est Jospin, c'est pas Chirac. Il est peut-être président. 2002-2008. Oui, mais seulement qu'est-ce qu'on fait de 2002 à 2007 ? On engage la première étape de la réforme des retraites, on engage la réforme de l'assurance maladie, et ce ne sont pas les seuls, c'est quand même aussi des réformes qui sont fondamentales. Si vous voulez me faire dire qu'on n'est pas allé assez loin dans les réformes, c'est vrai, je le reconnais. Mais la seule chose, c'est qu'on ne peut pas passer par pertes et profits une crise qui a vraiment failli mettre à genoux toutes les économies, et comme en 1929. Et si on veut vraiment faire bouger l'emploi et faire baisser le chômage, je crois non seulement à une réforme en profondeur du Code du travail, je crois aussi à une refonte de notre système éducatif. On ne peut pas avoir 150 000 jeunes qui sortent du système éducatif chaque année sans aucune qualification, et on ne peut pas avoir autant de jeunes qui sortent du système éducatif avec un vrai diplôme, mais pas de débouché derrière. Et je crois, moi, profondément à l'apprentissage, au système de formation en alternance. Très bien, donc juste pour revenir sur la courbe du chômage, est-ce que vous ne pensez pas que la défiscalisation des heures supplémentaires, qui était la mesure phare du candidat Sarkozy en 2007, n'a pas été plutôt néfaste à l'emploi? On se dit intuitivement que si on pousse chaque salarié à travailler un peu plus, ça va avoir tendance à décourager l'embauche, non? Ce n'est pas le salarié qui choisit de faire des heures sup. C'est le patron qui soit a du travail supplémentaire à donner ou pas. Le vrai sujet des heures supplémentaires, ce n'était pas quelque chose qui gênait l'emploi ou pour l'emploi, c'était favorable au pouvoir d'achat. L'idée était la suivante, les 35 heures sont en place, mais si vous donnez davantage que 35 heures, dans ces conditions-là, le salarié ne paye pas d'impôts, pas de charges sociales, et vous, chef d'entreprise, vous avez aussi un gain. C'était quoi? C'était pour baisser le coût du travail pour l'employeur, et c'était pour donner plus aux salariés. C'est une mesure de pouvoir d'achat. Mais pourquoi pas donner, plutôt que donner plus à un même salarié, pourquoi pas donner à un autre qui n'a pas d'emploi? Ok, la plupart des entreprises sont des petites entreprises, moins de 20 salariés en France. La moyenne des heures supplémentaires, c'est 4 heures. Quand vous avez par exemple une entreprise avec 10 salariés, vous enlevez le patron, sa secrétaire, le comptable, il en reste 7. 7 x 4, 28. Vous recrutez quelqu'un pour 28 heures? Non. En théorie, votre raisonnement tient la route. Dans la réalité des entreprises, ça ne marche pas. Alors, Guillaume parlait juste à l'instant de rapport gallois, donc j'aimerais réagir un petit peu à ce que vous venez de dire. Jean-Marc Ayrault, à la suite de ce rapport, a dévoilé son pacte national de croissance, dont la mesure phare était les 20 milliards d'euros de crédit d'impôt aux entreprises. Alors, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les entreprises vont finalement jouer le jeu en embauchant,
étant donné que ce crédit d'impôt n'est soumis à aucune condition de résultat. Il faut faire un peu confiance aux entreprises, parce qu'à force de les montrer du doigt, il ne faut pas s'étonner que les investissements étrangers en France se soient arrêtés et que les entrepreneurs français se disent de toute façon on ne nous aime pas, on ne nous fait pas confiance, à quoi ça sert d'engager des investissements? Honnêtement, aujourd'hui, c'est le sujet, hein. C'est le sujet numéro 1. On va jusqu'au bout. Le rapport Gallois, il a un gros avantage. C'est la première fois où un rapport fait le lien entre la compétitivité coût et la compétitivité hors coût. Je pense que c'est l'un des rapports les plus complets qui soit. Il ne l'est pas totalement, parce qu'à mon sens, il ne parle pas assez du marché du travail, de la réforme du marché du travail, mais il est très complet. C'est la première fois, et je pense que devant le tribunal de l'histoire, les politiques ne pourront plus dire on n'était pas au courant. Vous prenez le rapport Pébro à l'époque, le rapport Attali, le rapport Gallois, il n'y a plus un politique qui peut dire la compétitivité n'est pas un problème. Fini. Et là où ce qui est très intéressant dans le rapport Gallois, c'est qu'il fait le lien entre la compétitivité hors coût, l'innovation, la recherche, le fait d'être sur des métiers, des marchés qui sont des marchés à forte croissance, notamment l'Asie, mais la compétitivité coût, c'est-à-dire et le coût du travail, et aussi ce qui est très nouveau, le coût de l'énergie. Et sur le coût de l'énergie, je trouve criminel qu'on ne s'engage pas plus dans la recherche sur l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste. On n'est pas obligé d'être du côté des obscurantistes, on n'est pas obligé de dire que comme aujourd'hui la recherche n'est pas complète, on n'y touche pas. La question en France n'est pas de savoir si on exploitera un jour le gaz de schiste, la question en France c'est de savoir quand on exploitera le gaz de schiste. Et plus tôt ça sera, mieux ce sera pour l'économie, pour l'emploi et pour le coût de l'énergie. Voilà 5 ans. Les prix du gaz, Asie, Europe et États-Unis étaient à peu près les mêmes. 5 ans après, avec ce que les Américains font sur le gaz de schiste, le prix du gaz européen est 5 fois plus élevé qu'aux États-Unis. En Asie, 8 fois plus élevé. Oui, mais on ne peut pas nier les conséquences environnementales. Attendez, et en France, on n'est pas capable de faire les choses intelligemment? On n'a pas des chercheurs? Parce qu'il peut y avoir des risques qu'on n'exploite pas, et ce n'est pas français ça, c'est pas audacieux. On a quand même l'une des recherches les meilleures au monde, et derrière ça, attendez, excusez-moi, et vous, dans cette école-là, vous me dites ça? Attendez, excusez-moi. Disons que la recherche, pourquoi pas, mais l'exploitation directe, en attendant de savoir. Dans une assemblée d'écologistes inquiets de l'avenir et tout ça, je veux bien. Mais vous ne trouvez pas quand même que ça vaut la peine de regarder, de chercher? Entre regarder si c'est possible et le faire. Mais là, aujourd'hui, on ne dit même pas on regarde. On dit ah non, ça peut être compliqué, ça peut être dangereux. Mais pourquoi c'est compliqué et dangereux? Ça se regarde, les techniques d'exploration, ça vaut la peine. Je ne sais pas si ça peut créer 100 000 emplois en 10 ans ou 15 ans, même si c'était que 10 000, ça se regarde. Mais quand j'entends dire que c'est sous nos pieds, sous les pieds des Polonais, qu'il y a les plus grandes réserves, je dis c'est criminel de ne pas regarder de nouvelles méthodes d'exploration du gaz de schiste. Voilà pourquoi sur la compétitivité, c'est important. Je viens à l'autre point que vous évoquiez. 20 milliards d'euros de crédit d'impôt. Après avoir piqué 20 milliards d'euros aux entreprises, on leur redonne à peine. Il y a quand même un problème de zigzag de la part du gouvernement. Et je vais vous dire très clairement comment je vois les choses. Je pense que M. Hollande peut très bien sentir ce qu'il faudrait pour le pays. Mais sentir les choses, c'est bien, faire les choses, c'est mieux. Et je pense que même s'il veut le faire, il n'a pas l'électorat, il n'a pas la majorité politique et parlementaire, et il n'a pas les partenaires pour mener les réformes de fond dont ce pays a raison. D'accord, donc vous nous dites qu'il faut faire confiance aux entreprises. Oui. Mais dans ce cas-là, que faire face aux chefs d'entreprise? On le voit actuellement dans l'actualité avec M. Mittal à Florange, qui ne respectent pas leurs engagements pris auprès de l'État. Attendez, M. Hollande nous a dit qu'il était garant des engagements. On est sauvés, hein? On est sauvés. Que feriez-vous justement à sa place, vous qui voulez... Déjà, la première des choses, franchement, je pense que le rôle du ministre du redressement productif, c'est avant tout de chercher à attirer des investisseurs étrangers, ce n'est pas de les décourager. Le rôle du ministre du redressement productif, quel qu'il soit, c'est d'essayer de mettre en relation les universités, les grandes écoles, avec le monde de l'entreprise. Le rôle du ministre du redressement productif, ce n'est pas d'insulter le 14 juillet la famille Peugeot pour PSA et d'insulter M. Mittal. Et c'est quand le prochain? C'est quand le troisième? Donc, je le dis aussi très clairement, le rôle du ministre du redressement productif, c'est de travailler à permettre d'avoir un avenir industriel.
ça n'est pas de chercher des boucs émissaires matin, midi et soir. Maintenant, d'un autre côté, on peut dire ce qu'on veut. Je ne partage absolument pas les idées ou les options de M. Montebourg, mais au moins, il a des idées et des convictions. Ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de... Pardon? C'est pas le cas de... Bah, attendez, là-dessus, il a servi un peu de bouc émissaire. Le principal responsable, c'est François Hollande. Hein. Parce que c'est lui qui va, au mois de février, sur le toit d'une camionnette à Gandrange, et en disant « je ferai voter une loi qui obligera à céder votre entreprise et je sauverai vos emplois ». C'est lui qui reçoit M. Mittal en espérant régler tout comme faisait Sarkozy, puis quand il s'aperçoit que ça ne va pas se passer comme prévu, qu'il refile le bébé à Hérault, et Hérault, du coup, est très heureux de s'essuyer les pieds sur Montebourg et de régler ses comptes à Montebourg. Ça a été un fiasco politique et économique sans pareil, cette affaire. Et nous allons passer à la santé, d'accord, avec une question qui risque d'intéresser la plupart des personnes dans cet amphi. Il s'agit de la légalisation du cannabis. D'accord. Donc Daniel Vaillant, qui est l'ancien ministre de l'Intérieur, sous le gouvernement Jospin, a souhaité sur France Inter qu'un débat soit mené sur la légalisation du cannabis et sa consommation dans le pays. Il affirme que sur ce domaine, là encore, la droite a mis en péril les initiatives de la gauche en disant bah voilà, il y a une quantité phénoménale de consommateurs de cannabis, 4,5 millions annuellement, la plupart du temps frelatés, avec tous les trafics, avec toutes les violences qui en découlent. Pour lui, le débat doit être totalement réouvert. Alors, j'en arrive à ma question. Finalement, la lutte contre le cannabis a-t-elle été un échec en France? Est-ce que, à quelles évolutions pouvons-nous nous attendre finalement sous le mandat de François Hollande? Qui est favorable à la dépénalisation? Merci. Qui est défavorable à la dépénalisation? Merci. À peu près 20% favorable, 50% défavorable. Non, c'est pas ça. Je n'ai pas besoin de compter. Mais c'est assez instructif. Parce que si on nous dit quels sont les modes, les jeunes seraient favorables à la dépénalisation. Je n'y crois pas. Je pense, là j'aurais parlé en tant qu'ancien ministre de la Santé, et j'aurais parlé aussi en tant que père de... Je ne vais pas faire le mec donneur de leçons sur ces sujets-là. La droite comme la gauche, comme toutes les politiques publiques, est-ce qu'on pourrait être plus efficace en matière de lutte contre les toxicomanies? Oui, évidemment. Je suis totalement contre la dépénalisation, comme je suis contre l'ouverture des salles de shoot. Ça ne m'a pas empêché, moi, de ne pas vouloir classer, notamment le Subutex et la méthadone. Ce n'est pas la même chose. Mais je pense qu'on a une société, excusez-moi, une société se construit aussi sur des interdits. Plus de la moitié des jeunes qui ne touchent pas au cannabis disent que c'est parce que c'est interdit. Parce que je pense que le poids de l'interdit, ça forme, ça construit, et qu'une société a aussi besoin d'interdits. L'homme de la situation avec des idées innovantes au sein de l'UMP. J'aime bien votre façon de le dire. C'est ça, sauf que je ne ménage pas ma peine pour essayer de trouver une solution. Je parle avec Copé cet après-midi, je parle avec Fillon. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que quelqu'un a son épingle du jeu de la crise que l'on vit aujourd'hui. Si quelqu'un se dit c'est bon, deux d'éliminer, c'est pas vrai. Que les deux soient par exemple aujourd'hui abîmés dans les sondages, c'est pas pour autant qu'ils sont disqualifiés pour la primaire. En politique, ça ne se passe pas comme ça. Et puis Copé et Fillon, qui étaient pour certains les dieux de l'UMP de la 3 semaines, ne sont pas devenus bons achetés aux chiens. C'est pas ça la réalité. Que les militants soient en colère, c'est une chose, mais personne ne profitera de la situation aujourd'hui à l'UMP. Vous n'êtes pas le seul à vous être positionné pour 2017, donc il y a également Jean-François Copé, et ce positionnement relativement, qui arrive relativement tôt, d'accord, nous sommes en 2012, bientôt en 2013, a été sujet à maintes critiques. Alors on va réécouter Jean-François Copé qui était à votre place, à notre tribune, en mai 2010, d'accord, s'il vous plaît. Voilà. Alors, que répondez-vous notamment à Alain Juppé, qui déclare que vos annonces font sourire dans la situation actuelle du pays et qui déclare que votre annonce est individualiste, anticipatrice? C'est le seul à l'avoir dit. C'est le seul.
Alors, peut-être que les autres ne m'ont pas critiqué parce qu'ils voulaient mon soutien à la primaire, j'en sais rien. Vous savez, je suis assez lucide, mais c'est le seul à m'avoir critiqué. C'est pas parce qu'il est seul qu'il a forcément tort. Ah, mais c'est pas ça. C'est que vous m'en trouvez pas un autre. Non? Vous m'en trouvez pas un autre qui a critiqué publiquement. Et en définitive, avec le recul, on s'aperçoit de quoi? C'est que Copé dit, par exemple, que le président de l'UMP qui sera élu en 2014, c'est ce qu'il propose, ne pourra pas être candidat à la primaire, il faudra qu'il se démette. C'est pas moi qui avais raison? À l'époque, je sais bien que je prends un risque en disant je suis candidat à la primaire, certains peuvent se dire attends, 6 mois après les élections présidentielles perdues, ils se positionnent déjà. Aujourd'hui, ça ne fait pas du tout sourire. Parce que moi, au moins, j'ai joué carte sur table. Je n'ai pas fait croire que c'était uniquement l'UMP qui m'intéressait quand c'était la primaire. Parce que je pense que cette exigence de sincérité, elle se fera ressentir de plus en plus. Les gens ne peuvent pas vous faire confiance si vous ne dites pas la vérité. Si ma priorité c'est la primaire, je ne fais pas croire que c'est l'UMP. La question n'a pas été abordée ce soir et je trouve ça assez dommage, c'était les questions de société. On en parle beaucoup en ce moment et ma question portera sur le mariage homosexuel. Quelle est votre position sur le sujet? Est-ce que vous pensez qu'un référendum est nécessaire? Et quand je parle sur le sujet, ça peut être sur le mariage, sur l'adoption, sur la PMA, qui est encore quelque chose de plus qui est demandé par les LGBT. Voilà, quelle est votre position sur le sujet? Merci, Monsieur le Ministre. La manifestation, je n'ai pas besoin d'appel, ni d'une motion, ni de Jean-François Copé, je serai présent dans cette manifestation. Je suis donc défavorable au mariage homosexuel, même si je pense que la droite et le centre auraient dû avancer sur ces deux questions. Mais je veux avant tout faire la différence entre le mariage et l'union civile. Et je ne veux pas, comme certains disent, reconnaissez le mariage civil pour tous et après les religions font la différence. Non, c'est à la loi républicaine de marquer la différence entre le mariage et l'union civile. Et puis, on ne m'enlèvera pas de l'esprit que derrière cette idée, ce n'est pas la question de l'union pour des personnes qui éprouvent de l'amour l'une pour l'autre qui est posée, c'est la question de la filiation. Et là, ça renforce mon opposition à ce texte. Et si on veut en avoir une seule preuve, il suffit de voir ce que beaucoup de députés socialistes vont intégrer dans le texte par voie d'amendement, la PMA, la procréation médicalement assistée. Ce qui veut donc dire que derrière cette question du mariage homosexuel, il y a clairement l'idée de la filiation. Donc je suis contre sur la question de l'union de personnes de même sexe pour en faire un mariage, mais je suis aussi contre le fait de changer des règles qui sont biologiques. Moi, ce qui me gêne dans la loi, c'est qu'on ne fasse plus référence à un père et une mère. On peut voir ça comme l'on veut. Un enfant, c'est un homme et une femme, c'est un père et une mère. Et quand on dit dans la loi que ce sera parent A, parent B ou parent 1, parent 2, ça n'est pas reconnaître ce qui se passe en réalité. Allez, dernière question, c'est la question Weizenbly, celle qui a reçu le plus de votes. La question, comment vous l'appelez? Weizenbly, je prononce bien? Oui. Selma nous confirme. Éducation, alors que la gauche semble avoir les classes préparatoires dans leur ligne de mire, quelle est votre opinion sur le sujet? C'est la première partie de la question. Et la deuxième partie de la question, comme ça je vous laisse répondre. Circulaire 31 mai, quel message aux étudiants étrangers, qui représentent 40% des étudiants à l'école, procéderiez-vous de la même manière aujourd'hui? Elle n'a pas été comprise, cette circulaire, parce qu'il y avait à la fois dans la circulaire l'ouverture de certains métiers qui étaient restreintes, et ça, excusez-moi, ancien ministre du Travail et de l'Emploi que je suis, je pense que ça avait du sens, parce qu'on avait établi une liste des métiers ouverts aux étrangers, sans regarder aujourd'hui quels étaient les demandeurs d'emploi qui pouvaient pourvoir ces métiers. Au début, je ne le croyais pas, parce que je savais quel avait été l'esprit de la circulaire. Quand j'ai vu des cas, des amis qui sincèrement m'ont montré que des étudiants devaient repartir, alors qu'ils pouvaient répondre aux critères s'il n'y avait pas une lecture hyper stricte, oui, là, il y avait un sujet. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on y a retouché. Il faut reconnaître aussi en politique que vous avez intérêt à concerter un maximum avant pour éviter parfois d'avoir à revenir en arrière. Ce n'est pas infamant de revenir en arrière. Mais si on ne le fait pas trop souvent, c'est bien, mais il faut avoir écouté beaucoup au départ. La deuxième chose, sur les classes préparatoires, je pense que c'est une erreur d'avoir dans le collimateur les classes préparatoires et que je pense qu'on a un modèle d'enseignement supérieur. Je ne vais pas vous faire le champion du monde de la question, je travaille là-dessus et j'ai besoin de travailler davantage là-dessus. Mais de penser que le seul modèle serait universitaire, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Classes préparatoires, grandes écoles trouvent toute leur place. Et la vraie question qui va être posée, on me posait la question à Sciences Po Lille l'autre jour, c'est sur quels critères devra se fonder la répartition des crédits. L'argent public ne coulera plus jamais à flot dans notre pays. La vraie question,
c'est évitons de faire des erreurs dans la détermination d'un certain nombre de choix. Et je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Dans les années qui viennent, vous aurez le choix entre des politiques, soit qui proposeront de prélever plus, soit d'autres politiques qui proposeront de dépenser moins et de donner moins. Je fais partie de ceux qui disent très clairement que dans les années qui viennent, il faut arrêter de dire on va dépenser mieux. Oui, mais il faudra aussi dépenser moins. L'État, les collectivités locales, la sécurité sociale. Mais je préfère vous dire en face que si je suis élu président, je préférerais que l'on dépense moins, qu'il y ait moins de gaspillage et qu'on détermine des priorités, plutôt que de continuer à prélever des impôts, des cotisations et des taxes dans un pays qui est étranglé par les impôts, les cotisations et les taxes. Nous prélevons en France 7 points de plus d'impôts, cotisations et taxes que la moyenne européenne. On n'en peut plus.